Chers amis, salam alaikum azaflaoun, bonsoir, merci d'être avec nous pendant cette rétro-info des événements qui ont fait l'actualité de cette semaine. On va en parler avec nos invités. On va revenir à ce projet, un méga projet comme diraient beaucoup de responsables algériens. Ils ont, ce projet a fait l'actualité de la semaine. C'est un projet décrit comme quoi il va sortir l'Algérie de sa dépendance aux hydrocarbures et que ça va réaliser le rêve des Algériens depuis 1962 à leur tête, Hori Boumediene. C'est le discours officiel par rapport à ce projet. Au moment où il y a eu beaucoup de critiques, il a coulé beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, sur les médias algériens, puisqu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport aux arrestations des experts. Un expert qui a dit son avis sur ce projet a été arrêté, et les médias qui ont fait une publicité pour ce projet, beaucoup croient comme que c'est une publicité mensongère, puisqu'ils ont parlé des médias américains, médias occidentaux qui ont parlé de ce projet. Finalement, on va revenir et on a des vidéos pour prouver comme quoi peut-être ce n'est pas vrai et que personne, surtout les médias américains, comme l'avaient affirmé les médias algériens, comme quoi ils ont parlé de ce projet. Donc on va commencer par ce sujet. On va passer aussi aux relations algéro-françaises, puisque Ségolène Royal est venu en Algérie, a visité l'Algérie. On va revenir à cette visite qui a créé aussi une grande polémique. Il y a eu beaucoup de critiques à l'intérieur et à l'extérieur, surtout en France et en Algérie, puisque beaucoup d'Algériens croient comme que Ségolène Royal est venue pour donner carte blanche au régime algérien, au moment où en France, elle a été critiquée puisqu'elle est considérée comme porte-parole du pouvoir algérien. Donc on va revenir à ce sujet. On terminera par cette soi-disant révision technique de la Constitution. Les buts de cette révision, on va revenir avec nos amis. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir avec moi, à partir de Washington, M. Hamid Lelou, directeur de Orion for Democracy in Algeria. C'est Hamid Lelou, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik, shukran, merci pour l'invitation et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup, M. Lelou. À partir de Vienne, j'ai le grand plaisir de recevoir Dr. Sidi Mennadi, expert senior auprès des Nations Unies. Zouflek Si Ahmed, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Salim, merci pour l'invitation et mes salutations à vos téléspectateurs et à vos invités, notamment à mon ami Hamid Lelou, que j'ai le plaisir de revoir à travers vous. Merci. Super, et j'ai le grand plaisir de recevoir aussi à partir de Montréal, militant analyste politique, M. Djihad Halimi. M. Halimi, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à Texaha. Et à partir d'Alger, ancien député de l'APN pour le FLN, M. Mnowar Djadi, j'ai le grand plaisir de le recevoir aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Djadi. Merci à Texaha, bonsoir à vous, à vos invités, et merci pour l'invitation. Très bien, super. Donc on va commencer avec le projet de Ghar Jbilet, et je reviens voir après cette petite introduction. Monsieur Dr. Ahmed Sidi Mennadi, je commence avec vous, si vous me permettez. D'abord, parmi les critiques sur ce projet sur les médias, sur les réseaux sociaux, c'est ces arrestations, c'est surtout cet expert qui a fait des déclarations. Il a donné son avis en tant qu'expert sur ce projet de Ghar Jbilet. Et voilà, il a disparu. Apparemment, il a été arrêté. Sa famille le cherche toujours. On n'a aucune confirmation officielle. Mais j'aimerais bien d'abord écouter ses déclarations sur ce projet. Je reviens à vous, M. Sidi Mennadi. كشخص أحبه وأقدره لكن قراءته ليست واقعية. الاقتصاد الكلي كما يقرأه السيد الوزير بفخر بأرقام خيالية في تركيب الميزانية تقريبا نصفها حتى لا أقول أكثر من نصفها غير واقعي. نعم. بيان مينيري شباب كاليتي نتاعو 0.002%
2% de phosphore, il soit $100. Le minerai de Garjbilet, il est à 0,8% de phosphore. Donc, il est de beaucoup moindre qualité. Qui trouve le marché mondial, automatiquement, il est amputé d'environ $25. 20 à $25. إذا أنت تواصل في تسيير اقتصاد صحيح أرقام غير مفبركة لكن مواصلة النموذج الاقتصادي الريعي. Nous sommes dans la continuité du modèle économique exclusivement basé sur le pétrole. C'est un modèle rentier, donc rayé. On produit 2200 actuellement. Moi, je peux dire facilement, je produis 5000. Je vais agrandir. 5000 par $80. Somme totale, 65 millions de dollars par an. 65 millions de dollars par an. Ça fait 3,5 milliards de dollars. باش ترونتابيليزيها تحتاج 50 سنة pour ne pas dire 60. نحن على مسؤوليتي أقول قد وصلنا إلى حد ما قد يعطيه هذا المنظوم. Nous sommes à la limite de capacité de ce que peut donner un système économique pareil. Nous sommes quasiment à la limite. Docteur Sidi Mned, comment expliquer l'arrestation d'un tel expert? De toute façon, il a parlé dans une chaîne privée qui est active en Algérie. Il a dit son avis en tant qu'expert, mais malheureusement, il a été arrêté. Comment expliquer cette réaction des autorités algériennes par rapport à ces critiques? Si Salim, j'aurais du mal vraiment à commenter son arrestation présumée, puisque apparemment rien n'est confirmé, à part de dire que c'est une incompréhension totale. Parce que si j'essaye de décortiquer ce qu'a dit cet expert, je ne vois pas de raison précise pour que éventuellement le pouvoir, appelons ça comme vous voulez, trouve ça dérangeant. J'ai du mal à comprendre. Donc, c'est surtout il contredit la version officielle. C'est ça peut-être qui a dérangé les autorités. Oui, mais la version officielle, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, telle qu'elle a évolué, parce que il faut dire que beaucoup d'eau a coulé sous le pont de Garajbilet, si je peux l'appeler ainsi, depuis quelques jours. Et les informations qu'on nous donne sont en train je dirais, d'évoluer aussi. Alors, je ne vous parle pas de la valse des chiffres, ça donne le tournis, et à un point tel que, personnellement, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver. Sauf à ce que, effectivement, j'ai des questionnements, et là, on en parlera. Donc, contredire, c'est un peu, je dirais, hâtif, parce que, en fait, si j'ai bien compris, aujourd'hui, en tout cas, les autorités nous disent, attention, on ne parle pas simplement de la mine, on va beaucoup plus au-delà. C'est un projet de souveraineté à tous les niveaux. C'est un développement non seulement d'une ligne ferroviaire qui certes apparaît comme étant effectivement un exploit, mais un exploit quand on sait que ce sont surtout les Chinois qui s'y sont mis. Moi, je peux vous dire que, connaissant bien la Chine, un délai de 24 mois pour je dirais, des infrastructures de ce genre, ça ne leur fait pas du tout peur. Ce sont des choses qu'ils sont capables de faire avec beaucoup moins de temps que ça. Bien qu'on nous dise au niveau des télévisions, des radios, des débats, etc., avec des propos très dithyrambiques, et c'est le moins que je puisse dire, que c'est inhabituel de terminer quelque chose en 24 mois, en tout cas une ligne comme celle-là. Mais moi, je ne suis pas du tout étonné parce que les Chinois ont cette capacité. Bon, maintenant, à part l'idée d'une ligne de chemin de fer, et je crois qu'avec vos invités, on aura l'occasion d'en discuter. Donc, ce monsieur, c'est strictement, je dirais au sens stricto sensu du terme, basé sur l'exploitation de la mine de Garajbilet. Et encore,
l'exploitation de la mine de Garage Billet, il la calcule selon une exportation du minerai brut. Sans parler effectivement de l'histoire du phosphore, etc. Mais il ne va pas au-delà. Donc c'est pour ça que je trouve un petit peu ce qu'a dit cet expert, que du reste malheureusement je ne connais pas, n'est pas du tout offensant. Mais alors loin de là même, je dirais. Loin de là. Très bien. Monsieur Dimladan, on va peut-être y revenir. Monsieur Djihadi, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet, mais avant ça, j'aimerais écouter cet infographe sur ce que l'événement, surtout avec les déclarations de M. Djelloul Slama. Je reviens à vous, M. Djihadi. L'enlèvement de l'expert Djelloul Slama, à cause de son analyse sur le projet de garage Billet, confirme que l'Algérie, dite nouvelle, est marqué par l'autoritarisme. Son arrestation signifie qu'il est interdit aux Algériens de critiquer les projets du président ou d'en remettre en cause l'utilité, même en s'appuyant sur des preuves et des chiffres. Djelloul Slama n'a pourtant pas qualifié le projet d'échec, il a seulement expliqué qu'il ne générerait pas une grande richesse financière pour le pays. Son interpellation montre qu'il aurait fallu qu'il relaie que la version officielle et qu'il participe à la dissimulation de la réalité du projet. Le message est donc clair. Enlèvement, arrestation et prison pour quiconque ose remettre en cause la valeur des projets et des décisions du président. Les projets du président sont considérés comme intouchables, ses décisions incontestables. Il questionne sans être questionné et juge sans être jugé, commentent des militants de l'opposition. Monsieur Djihadi, est-ce que vous comprenez la colère, l'étonnement et surtout la colère de beaucoup d'Algériens après l'information de la disparition de M. Djelloul Slama? Officiellement, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il est, mais sa famille le recherche toujours. Il n'y a aucune information officielle. Est-ce que vous comprenez que arrêter une personne parce qu'elle a critiqué, ça crée cette colère? Et surtout qu'officiellement, on demande aux Algériens, ceux qui veulent critiquer, veulent participer au débat, rentrez en Algérie, c'est ouvert à la démocratie et vous pouvez dire ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez cette colère, M. Djihadi? Merci de m'avoir donné la parole. En ce qui concerne, moi, l'arrestation où je ne sais pas effectivement ce qui s'est passé au juste, mais je suivais toutes les interventions de ce monsieur, qu'il soit sur le plan économique, l'analyse de la loi de finances de 2025 et 2026. Je l'ai entendu parler, ça fait pas longtemps qu'il donnait des explications et des arguments que ce projet est très rentable. Il va, avec une production en moyenne de 12 millions de tonnes, l'Algérie doit avoir minimum 12 milliards de dollars de recettes. Donc si on enlève les 4 milliards ou les 5 milliards de dollars d'investissement, donc l'Algérie doit maximum 4-5 ans récupérer l'investissement. Et puis d'un seul coup, moi j'ai entendu, ce n'est pas la liberté d'expression. Moi j'ai entendu, d'ailleurs toutes les vidéos sont là. Il y avait une émission de Ifsen Kadi. Il a invité l'éminent géologue Kazetani. Il est de renommée mondiale. Il y a 5-6 ans, lorsqu'il était plus proche de Bouchouareb, lorsque Bouchouareb était ministre de l'Industrie en 2013-2014, il lui a demandé une expertise sur Garage Billet pour son exploitation. Et ce fameux géologue, Kazetazi, en termes plus clairs, et cette émission a été diffusée le plus long du monde, il n'a pas été incarcéré. Il a dit que le Garage Billet est non-gisement. Je dis en ces termes, mais j'assume toutes mes responsabilités. La vidéo existe. Radio M.
Il a dit que, pourquoi? Parce que le taux du phosphore équivaut à 0,8%. Et à aujourd'hui, il n'y a pas de procédé pour qu'on puisse le réduire à un taux acceptable de 0,05%. Donc, M. Diad, est-ce qu'on va comprendre comme quoi le régime maintenant il est plus répressif? Est-ce qu'il est plus répressif? Il n'accepte aucune critique par rapport au passé? J'arrive. C'est comment expliquer cette situation? J'arrive, Allah يعيشك, j'arrive. Moptoul, docteur Moptoul, c'est un éminent docteur, professeur, tout le monde le connaît en Algérie, il a été ministre à l'époque, etc. Et il a fait une analyse, justement, comme il a évoqué tout à l'heure votre invité de Bruxelles, et il s'est mis dans la tête, il a fait une analyse de rentabilité, il a dit clairement, après, en conclusion, que le projet n'est pas rentable, parce qu'il s'est fixé comme idée que toute la production de Raj Bilet était destinée pour l'exportation. Et là, je lui ai répondu à l'époque, il a publié cette analyse sur le quotidien d'Oran. Et je lui ai répondu, vous êtes en erreur, voilà, il y a des perspectives, il y a une zone industrielle qui a été aménagée de 3000 hectares à Toumiyet, à proximité de Béchar. Il y a une centrale électrique photovoltaïque de à peu près 80 mégawatts. Il y a eu des forages qui ont été une conduite aux environs de Tirnif, avec des 26 forages de 550 mètres de profondeur et avec une conduite qui ramène de l'eau. D'ailleurs, elle a été inaugurée l'année passée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui alimentera justement les besoins de cette zone industrielle, qu'il y aura plus d'ici 2026-2027, il y aura des usines de transformation justement de cette matière première. Par contre, monsieur Djellou Slama, je l'ai entendu parler en tant qu'expert. Si vous me donnez le temps, il a dit tout d'abord, il a dit pourquoi l'Algérie n'a pas investi sur le gisement de Wenza et Boukhadra. Non, mais monsieur Diadi, vous m'excusez, monsieur Diadi, mais je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voulais savoir est-ce que cette arrestation est justifiée, comme vous allez en train de me justifier pourquoi elle a été arrêtée, ou c'est quoi exactement ce qui justifie son arrestation, monsieur Diadi? J'ai dit que la loi algérienne, a été révisée il y a même pas une année. Okay. Toute personne qui donne des fausses informations sur l'économie ou sur l'Algérie, qui dans l'objectif de perturber la vie sociale, de donner des fausses informations erronées pour des objectifs strictement politiques, est interdit par la loi. Par contre, lui, il a dit que le fer de Raj Bilet, il est cassable, il n'est pas bon pour la construction. Il a dit la comparaison que la richesse, plutôt les caractéristiques chimiques et métallurgiques de Wenza est meilleure que Raj Bilet. Or, c'est faux. Parce que la teneur en fer de Raj Bilet, il est de 58%. Or, celui de Wenza, il est actuellement, il est à peine à 48%. Très bien, c'est très clair, Jadi. Très clair. Restez avec nous. Je vais passer la question à M. Hamid Lelou pour me donner son avis. C'est justifié, M. Lelou, de l'arrêter parce qu'il a dépassé les lois, il n'a pas respecté la règle. Il ne faut pas mentir. Lui, il a menti sur les plateaux des chaînes algériennes, donc il mérite d'être arrêté. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Lelou? Si on en arrive à ce stade où même un professeur d'université ou un spécialiste économique, même s'il se trompe, même s'il donne des chiffres qui sont... même s'il questionne les chiffres, parce que même le régime soit donne des chiffres abracadabra et qui sont complètement faux. Aucune déclaration, aucun propos ne peut justifier une arrestation, d'autant plus qu'on connaît cette personne. Ce n'est pas un militant anti-système, il a toujours soutenu le système algérien et quand il critique, il met les gants. Ça veut dire qu'il ne va pas jusqu'au bout de sa critique. Tout ce que ça montre qu'il suffit que votre langue glisse un peu et vous finissez en prison.
C'est la pratique, maintenant c'est une pratique systématique, systématiquement. Qui que ce soit, qui voudrait critiquer le système actuel, que ce soit au niveau économique, social et politique, bien sûr. Et, Même s'il n'est pas opposant, monsieur Lulou, même s'il a des intentions, des bonnes intentions, entre parenthèses, hein, comme quoi, et c'est pas, on ne l'a jamais vu pendant le Hirak, il n'a jamais critiqué le pouvoir. Vous pensez que maintenant tout le monde est touché, tout le monde est sous la menace? oui, justement, c'est le système politique algérien a toujours été fébrile, aujourd'hui plus qu'avant, et cette fébrilité lui fait faire des bêtises. Cette fébrilité lui fait faire des bêtises. Il n'y a pas que ce monsieur qui a été arrêté. Et d'ailleurs, il y a tellement d'opacité, il y a tellement de secrets autour de ce projet de Raj Bilat que c'est le comportement de ce système qui rend la question dangereuse et sur un terrain glissant, qui nous donne l'information, qu'il soit ouvert à la critique, qu'il donne des chiffres. Ben, si les chiffres de ce monsieur sont faux, qu'il donne de vrais chiffres et qu'il les justifie, qu'il donne les détails, et qu'on aille, nous, s'il y a un site internet, moi j'aimerais bien, monsieur Jadi, à chaque fois qu'il vient, il nous sort des chiffres. D'où il sort ces chiffres? Moi, je fais des recherches, c'est mon travail. Toute la journée, je fais que ça. Moi, je trouve pas ces chiffres. Maintenant, si vous inventez des chiffres, ou si ce professeur a inventé des chiffres, eh ben, il faut le contredire avec d'autres chiffres, qu'il y ait un débat contradictoire. Il n'y a pas de débat contradictoire. Il y a un débat dans un cadre qui est précis. C'est même pas un débat, c'est une information qui est sortie dans un cadre précis. Et cette informalité, ils ont de la presse. Ils disent qu'ils ont, je sais pas combien de presse là. Ils ont 200, 300 différents journaux. Et ben qu'ils donnent à la presse le droit d'y aller. On voit pas de reportage sur place. Qu'ils aillent, qu'ils posent des questions. Il y a des ouvriers, il y a des ingénieurs, il y a des architectes qui posent la question et qui fassent des recherches et des études qualitatives et quantitatives sur place, de première main, qu'on n'attende pas que d'autres personnes. Et c'est ce comportement irresponsable de ce système de police politique en Algérie qui rend l'information un petit peu folle de toutes parts. Je ne dis pas que les gens qui s'opposent au régime ne s'imaginent pas des choses incroyables. Ils le font. Ils le font parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. Et avec ces moyens de communication ou de réseaux sociaux, eh ben, il suffit que quelqu'un sorte une information, elle peut être amplifiée exponentiellement. Qui disent les choses clairement, sereinement. Moi, j'aimerais bien que ce projet réussisse. Ça serait génial si on pouvait avoir vraiment un train qui partirait de Tindouf jusqu'à Oran, qu'on aurait toute cette infrastructure dont votre invité d'Alger parle, avec des stations électriques, avec la transformation du fer, etc. Moi, j'aimerais bien. J'ai du mal à le croire. Très bien. Monsieur Djed Halimi, je reviens à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Un expert, il a dit son avis. Maintenant, M. Djadi, pour lui, il voit comme quoi c'est un dépassement. Il n'a pas respecté la loi. Il ne fallait pas critiquer parce que peut-être d'après lui, il a donné des faux chiffres, des fausses informations. Qu'est-ce que vous pensez de cette mentalité? On ne peut pas critiquer le pouvoir, on ne peut pas donner des chiffres contradictoires par rapport aux chiffres officiels. Sinon, vous risquez la prison. Est-ce que c'est ça la réalité du pays maintenant? Premièrement, je ne veux pas parler de l'expert, je veux parler du citoyen algérien. Le fait qu'il y ait un citoyen algérien, on ne sait pas où est-ce qu'il est, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec lui. La justice ne parle pas, apparemment. Je ne suis pas au courant des derniers développements. Ça, c'est grave. La prévisibilité du système judiciaire. Pour le moment, M. Djihad, il n'y a aucune information. Sa famille le cherche toujours, mais il n'y a aucune information des autorités de la police, de la gendarmerie pour confirmer ou infirmer son arrestation. Ça, c'est extrêmement grave. Ça ressemble à un kidnapping. Si les autorités ont agi de cette sorte-là, puis ils le font, il y a un précédent, c'est vraiment grave et tout le monde doit être indigné, indépendamment qu'il soit un expert ou pas.
un citoyen algérien, quand il est arrêté, il y a une procédure à respecter parce que sinon, toute la confiance dans le système judiciaire qui va tomber à l'eau. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, c'est que, comme l'ont dit vos invités, effectivement, être humain, c'est faire des erreurs. La perfection, ça n'existe pas. On fait des erreurs, mais l'erreur, c'est pas criminel. Quand on fait une erreur, il faut contredire. Par exemple, si un expert dit des mauvais chiffres, il faut le contredire, il ne faut pas l'emprisonner. Et maintenant, avec la nouvelle Algérie victorieuse, malheureusement, c'est ça ce qui arrive. C'est le tout sécuritaire. Tu fais une erreur, tu payes et tu payes très, très cher avec une justice aux ordres, malheureusement, qui est utilisée beaucoup plus pour créer un silence, créer un vide, juste amplifier le message du régime et dissuader n'importe quelle autre personne qui a une autre perspective que celle du régime. Ça, c'est vraiment très, très grave. Et il faut se poser la question, où est-ce qu'on va y aller maintenant? Les politiciens n'ont pas le droit de parler. Un académicien en histoire n'a pas le droit de dire même des erreurs. Un expert en économie ne peut pas critiquer un projet. Est-ce que c'est vraiment ça, l'Algérie qu'on veut construire? Parce que cette Algérie-là, elle va produire des gens qui sont opportunistes et des gens qui vont toujours rester avec les gens qui sont en contrôle. Et ça se reflète dans les décisions et dans la performance des autorités sur tous les niveaux, que ce soit diplomatique, que ce soit économique. Tout le monde répète la même chose et on se dirige vers un mur. Et ce qui est terrifiant, c'est que avec ce qu'on voit, personnellement, je suis terrifié qu'on se dirige vers ce mur-là plus rapidement que ce que je pensais. Pourtant, M. Djihad Halimi, le pouvoir est en train d'encourager les Algériens qui vivent à l'étranger de rentrer chez eux pour participer à la vie politique, pour participer au débat, pour enrichir le débat en Algérie. Est-ce que ça, avec ces arrestations pareilles, est-ce que ça va encourager les Algériens à rentrer chez eux? Le discours, c'est vrai que ça circule, que tous les consulats diffusent le message des autorités comme quoi si vous êtes dans une situation irrégulière de précarité, vous avez des problèmes avec la justice en Algérie, vous pouvez rentrer. Mais la pratique, même ici dans les consulats, c'est qu'il y a des gens à qui on interdit de délivrer certains papiers. C'est des gens qui sont pas dans la précarité, c'est des gens qui n'ont aucun problème avec la justice en Algérie. Encore une fois, la pratique, elle contredit le discours réel. Mais c'est sûr, ce qui se passe chez nous, c'est triste, c'est extrêmement triste. Une justice qui n'est pas prévisible, c'est un gros problème. C'est un gros problème pour la confiance des citoyens envers leurs institutions. C'est un gros problème pour notre économie parce que ce soit des investisseurs locaux, des investisseurs étrangers, ils vont pas mettre un sou là-dedans. Ils vont pas mettre leur argent dans un système où est-ce qu'il y a un manque de prévisibilité. Mais écoutez, il faut dire que on s'est attendu à ce que cela arrive après le Hirak, parce que c'est le genre de choses qu'on peut prévoir. Il faut pas, ça demande pas d'être un génie pour voir ce qui se passe, pour prévoir dans le temps ce qui allait se passer maintenant. C'est que il faut qu'on passe par cette étape douloureuse. Il faut que ce régime-là montre son incapacité à gérer l'Algérie. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec brio, malheureusement. Très bien. Docteur Sidi Mned, il a menti, il mérite d'être arrêté, même si, comme vous l'avez dit, on ne sait pas où ce qu'il est, c'est une sorte d'enlèvement, puisqu'il n'y a ni confirmation ni affirmation des autorités. Sa famille le cherche toujours, mais parce qu'il a menti apparemment dans les chiffres, d'après M. Djihadi, donc d'après la loi, c'est un sabotage et il mérite d'être arrêté. Oui, là, je suis plus que scandalisé d'entendre ça. On ne peut pas faire appel à ce type de loi et dire n'importe qui vient pour débattre d'un projet économique ou industriel ou autre et qu'on accuse de mentir, donc, comment dirais-je, d'être négatif quant au développement du pays, parce que le président, ou je ne sais pas qui encore, on le considère autrement. C'est vraiment scandaleux d'entendre ça. Monsieur Djihadine Al-Chetan, vous ne pouvez pas dire un truc pareil. C'est grave, vous-même, qui était apparemment, je viens de lire, vous étiez des anciens députés du FLN, et donc vous représentez le peuple, et en tout cas je le mets entre guillemets, mais
c'est pas possible. On ne peut pas quand même emprisonner quelqu'un, d'autant plus qu'apparemment il a disparu, donc c'est encore plus grave. Bon, j'espère pour lui que si ce n'est pas une arrestation, donc un enlèvement, et un enlèvement par qui? Surtout, Monsieur Sidi Mned, c'est une personne qui n'est pas connue d'être opposant au pouvoir. Il a toujours soutenu le pouvoir. Il n'a jamais été dans le Hirak. Donc, on ne peut pas lui donner l'intention de sabotage. Oui, mais bon, il peut avoir ce que les Anglais appellent l'épreuve de tongue, un glissement de la langue. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais de là à se retrouver derrière les barreaux ou autre, apparemment, il est sous interrogatoire. Bon, franchement, je ne peux pas me prononcer parce que nous n'avons pas d'informations définitives là-dessus. Mais entre-temps, il faut revenir à ce fameux projet de Garage Billet. Parce qu'aujourd'hui, regardons les choses bien en face. Et moi, je poserai des questions à quiconque veut bien répondre, peut-être Monsieur Mnowar Jahdi. On nous parle de la ligne qui est ferroviaire, qui est comment dirais-je, un exploit, etc. D'accord. Je n'ai pas de problème avec ça. Et qui va désenclaver la région. Bon. Qu'on nous donne des détails sur ce type de désenclavement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que la ligne existe? Est-ce que c'est une histoire de passagers qui vont voyager entre Tindouf et Bchar et au-delà, ou c'est des marchandises qui vont arriver à flot sur Tindouf et d'autres régions, y compris peut-être même Garage Billet? Moi, je pose la question, quelle est la population de Tindouf pour qu'on puisse croire que c'est surtout un désenclavement de la région? Moi, je ne suis pas contre la ligne qu'elle était faite. Encore une fois, précisons-le par nos amis chinois, encore là aussi je mets entre guillemets le mot « ami ». Mais sinon, Garage Billet, quelque part dans tous les discours, est en train de passer même au second rang. Et moi, je pose la question maintenant. Je pose la question. On nous dit qu'il y a un premier convoi de minerais qui est parti sur Bchar ou peut-être même sur Oran. Et il devient quoi ce convoi-là? Puisque apparemment, il n'est pas déphosphoré. Or, avec cette teneur en phosphore, il n'est pas utilisable. Tout le monde le sait, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la science qui le dit, ce sont les techniques de métallurgie, de sidérurgie qui imposent ça. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas y échapper. Je suis désolé, Monsieur Kazitani, que j'ai eu l'honneur de connaître lorsque j'étais en Algérie, et je connais aussi le professeur Mebtoul, puisque j'ai eu une émission commune avec lui sur, je crois, Alternative, concernant la loi sur les mines. Au cours de cette émission, j'ai eu beaucoup de différends avec le professeur Mebtoul, que je respecte par ailleurs. Mais que devient ce premier convoi? Il a été déphosphoré, n'a pas été déphosphoré, et sera-t-il utilisé par Tosyali comme on veut, comme on aimerait nous le faire croire? Mais Tosyali n'a pas les capacités de trituration de ce minerai. Donc, quelque part, ça va aller en exportation. Et c'est là où je pose ma question, parce que aussi, et selon les dires officiels, oui, pour le moment, il ne s'agit pas de donner une plus-value à ce minerai, mais plutôt à l'exporter jusqu'en 2030. Voilà, on est en train de se donner une sorte d'issue de sortie, je dirais même une voie d'urgence pour contourner le problème. Oui, on va l'exporter jusqu'en 2030. Et que se passera-t-il après 2030? On nous parle du complexe de Bchar. Personne aujourd'hui ne sait exactement où il en est. Quand est-ce qu'il va rentrer en fonction? Et je ajoute autre chose. Et ça, je demande à M. Mnowar Jahdi de vérifier tous ces chiffres que je donne. Les capacités des 3 sites pour lesquels on aimerait destiner
ce minerai pour effectivement faire des économies de devises, parce qu'aujourd'hui, nous importons le minerai. C'est entre Tosiali, Bellara et, comment dirais-je, Hadjar, ne dépasse pas les 5 millions de tonnes. Donc, comment va-t-on faire pour que ces capacités-là soient doublées, triplées, voire, je ne sais pas, parce qu'on nous parle à terme de 50 millions de tonnes. 50 millions de tonnes qu'on va exploiter. Je ne sais pas si le prochain complexe sidérurgique du côté de Béchar va nous donner des chiffres hallucinants. Moi, je n'y crois pas tellement, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais en même temps, j'aimerais aussi préciser une chose. Il y a eu des débats, notamment sur la chaîne 3 algérienne, où on a invité beaucoup d'experts, et l'un d'eux avait dit des choses très intéressantes. C'est que c'est un bassin, tout ce qu'ils ont appelé l'épine dorsale sud-ouest, il y aurait beaucoup d'autres minerais, notamment on a cité le manganèse, les terres rares, le cuivre, etc. Donc, est-ce que cette ligne-là n'est pas justement destinée à aussi exploiter dans un temps que je ne peux pas déterminer, pour notamment donc exporter, notamment avec comme principal agent les Chinois. Et en parlant des Chinois, il y a eu quand même, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas réfuter, une loi sur les mines qui maintenant donne 80% minimum à un investisseur étranger. Donc, quelle sera la part de ces Chinois? Quelle sera la part des Turcs qui rentrent dans ce type d'investissement et autres? On nous a même parlé au niveau de cette émission d'investisseurs indonésiens. Vous vous rendez compte, 80% ou plus? Mais que nous restera-t-il? Quelle est notre part de valeur ajoutée, si valeur ajoutée il y a? Mais moi, je crains, et connaissant le système, comme dit mon ami Hamid Lelou, il est habitué à la rente. Et moi, quelqu'un les qualifiait même à un moment donné des rois fainéants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dans leur ADN le développement du pays. C'est où sont les richesses, comment les vendre tout azimut, comme l'avait dit M. Boukadoum dans sa grande sagesse, Sky is the limit. Et il y a quelque chose qui quelque part, ne colle pas. Et je termine juste à un point, aussi au niveau de ces émissions. On parle de profondeur africaine, on va prolonger sur Nouadhibou, sur Accra, sur Abidjan, sur Lagos. En même temps, on va désenclaver le Mali et le Niger, qui sont deux pays qui regorgent de ressources. Et surtout, c'est quand même important de le souligner. On nous dit, nous allons rentrer dans une ère de nouvelles technologies avec des nouveaux types d'acier. On a parlé d'acier vert. Et bon, moi, comme dit Hamid, j'aimerais bien, parce que on nous annonce beaucoup de choses, mais qu'on ne voit pas, et c'est pas sur le terrain. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une ligne ferroviaire, et on nous annonce qu'un premier voyage a été fait parce que ce sont des essais, en quelque sorte, et qui ce minerai est allé soit à Béchar, soit à Oran, soit au port d'Oran. Personne où est ce chargement? Où est-il? Et comment pourrait-on l'exporter? Sous quelle forme? Il n'y a éventuellement que les Chinois qui peuvent le prendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de questions que de réponses, et que surtout l'accès à l'information. Il y a beaucoup de questionnements. Moi, je ne veux même pas rentrer dans cette bataille de chiffres, parce que si on doit s'y mettre, je vous assure qu'il y a aujourd'hui une pluie de chiffres, et parfois contradictoires, par les mêmes personnes qui interviennent au niveau de ces débats. Et moi, ça me fait peur. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas.
D'autant plus que, comme vous le voyez, on arrête quelqu'un qui n'a pratiquement rien dit. Mais c'est peut-être une façon aussi de dire aux gens, attention, on ne veut pas que vous parliez, même une toute petite glissade ce ne sera pas permis. C'est très clair. Donc, c'est très clair. Comme on dit chez nous. C'est très clair. Beaucoup plus de questions que de réponses et le flou, surtout quand il n'y a pas accès à l'information, libre accès à l'information. Voilà, on vit cette situation, mais j'aimerais bien aussi passer à un autre angle sur ce sujet, parce que ça me tient au cœur. Monsieur Djadi, vous avez dit que par rapport au mensonge, celui qui ment, il doit le payer, hein, comme vous l'avez dit. J'aimerais bien écouter ce reportage sur l'UNTV, sur la presse internationale, surtout la presse américaine, qui a beaucoup parlé sur ce projet, qu'il a beaucoup glorifié, si je peux dire. On va écouter ce reportage de l'UNTV. Je reviens à vous, Monsieur Djadi. حين تتحول الأرض إلى قوة لا يرقد الحديد في باطن الأرض صامتا بل ينهض كمشروع سيادي يعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني. منجم جارج بيلات يتحول إلى حدث اقتصادي استراتيجي ببعد عالمي يستقطب اهتمام الصحافة الدولية ومراكز التحليل المختصة في الطاقة والمعادن. تصف التقارير الأمريكية منجم جارج بيلات بالعملاق النائم الذي ظل خامدا لمدة 70 عاما، وصفة المشروع بأجرأ خطوة اقتصادية في البلاد. وول ستريت جورنال رأت أن مشروع جارج بيلات يمنح الجزائر ميزة تنافسية كبرى تجاه أوروبا بفضل القرب الجغرافي وتكاليف الشحن المنخفضة. Monsieur Djadi, ça c'est la référence, ils ont donné des références, le Wall Street Journal, ils ont dit aussi, de toute façon c'est un long reportage, donc j'ai coupé juste le bout qui me concernait, mais il y a beaucoup d'autres. Ils ont parlé de Bloomberg, ils ont parlé de d'autres sites. Pourquoi j'ai parlé de Wall Street Journal? Parce que par chance, je me suis dit, ok, machallah, c'est bien hein, d'entendre, de voir que la presse internationale en a parlé. Peut-être c'est une bonne chose pour notre projet. Sauf que par hasard, M. Djadi, je suis allé sur ChatGPT, hein, sur Google, tu fais ChatGPT, tu te demandes la question pour voir la source. J'ai demandé, est-ce que Wall Street Journal a parlé de ce projet, de ce méga projet? On écoute la réponse de ChatGPT. Le Wall Street Journal a-t-il dit quelque chose à propos de Garage Billet en Algérie? Réponse courte et claire, non. À ce jour, le 31 janvier 2026, le Wall Street Journal n'a pas publié d'article identifiable, direct ou vérifiable sur Garage Billet en Algérie. Détails importants, aucune publication trouvée sur wsj.com mentionnant explicitement Garage Billet. Aucune enquête, analyse ou reportage dédié du Wall Street Journal sur ce projet minier. Certaines affirmations circulent dans des sources secondaires disant que le Wall Street Journal en aurait parlé, mais sans lien, citation officielle ni preuve directe provenant du journal. Conclusion, il n'existe pas de couverture confirmée du Wall Street Journal sur Garage Billet. Les mentions attribuées au Wall Street Journal viennent d'interprétations ou de reprises indirectes, pas d'article du journal lui-même. Monsieur Djadi, ça c'est vérifiable. Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Quiconque peut le faire, aller sur Google, ChatGPT, demande la même question et on voit la réponse. Comment c'est tiré, Monsieur Djadi, d'entendre ça sur nos médias officiels, sur l'UNTV, et il cite des journaux, peut-être même le journal peut nous attaquer en justice, hein, si jamais il voudrait le faire. Comment expliquer, Monsieur Djadi, un mensonge pareil? Est-ce qu'un mensonge pareil, il peut être... c'est un dépassement de la loi, si je peux dire. Écoutez, Sid Ahmed Mennad a posé beaucoup de questions très pertinentes et nécessitent des éclaircissements. Mais monsieur Djadi, parce que j'en ai pas beaucoup de temps, parce que lui il a donné des chiffres, vous pouvez le contredire tout à l'heure. Ok, vous pouvez passer 2 minutes pour lui répondre, mais j'aurai pas beaucoup de temps. Et j'aimerais bien entendre votre avis sur cet article de l'UNTV. Il faut partager. Non, il ne faut pas donner à quelqu'un 20 minutes et à l'autre 5 minutes. Vous parlez de démocratie.
Ça, ce n'est pas de la démocratie. Vous avez donné vos chiffres, Monsieur Djadi, vous avez donné vos chiffres. Monsieur Djadi, vous avez donné vos chiffres. Il a donné son opinion. Maintenant, non, c'est la deuxième fois. Non. Allez-y, Monsieur Djadi. Je reviens. Vous avez, au début, en ce qui concerne Sislama, vous avez diffusé vous-même. Il a dit sur la rentabilité financière. À vos invités de me démontrer lorsqu'il disait il faut prendre 5 000 multiplié par $80 la tonne, il a trouvé 650 millions de dollars. Et il a divisé 3,5 milliards de dollars de la voie ferrée sur les 650 millions, il a trouvé entre 50 et 60 ans pour que l'Algérie puisse récupérer l'investissement. L'investissement, ouais. Je vous laisse le soin de vérifier vous-même. On dit une erreur est humaine, c'est vrai, mais si elle se répète, soit c'est de l'incompétence, soit de la mauvaise foi. Je ferme cette parenthèse. Donc il mérite d'être enlevé, M. Djadi. Ça n'a rien à voir. Nos députés, nos experts sur les plateaux de télévision, qu'ils soient privés ou publics, à l'intérieur des hémicycles, qu'ils soient au Sénat ou à l'APN, on critique certaines choses négatives, certaines choses qui n'ont pas marché, mais il y a 3-4 ans, 4 mois, 6 mois, il disait une chose et puis il revient d'une façon vraiment, il disait que les Chinois ne maîtrisent pas le procédé la déphosphorisation. C'est pas normal. C'est pas normal. Comment les Français, les Européens, les Français, les Suédois et les Anglais, ils ont des minéraux de fer de haute teneur en phosphore qui dépassent les 1%. Et la Suède, elle faisait tout le temps de très bons acides de renommée internationale. Donc c'est ça le débat, depuis Thomas. C'est ça le débat démocratique. Lui, il a dit son avis, il a dit ses statistiques. Vous avez dit vos chiffres, peut-être un autre expert. C'est ça, ça crée un débat. Ça ne mérite pas d'emprisonner des Algériens que vous devez... Je continue, je laisse ce débat. Je termine. M. Sid Ahmed Mennad a posé cette question, je vais répondre rapidement. Okay. En ce qui concerne celui il faut dissocier le projet de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf, il faut la dissocier avec l'exploitation de Rajbilet. Il s'agit de deux choses différentes. La ligne ferroviaire, une fois elle est réceptionnée, elle sera transférée à la SNTF. C'est à la SNTF de gérer. Cette voie ferrée n'appartient pas à ceux qui exploiteront ce fameux gisement. Elle appartient à l'État. C'est un financement sur le budget de l'État. C'est à l'État seul, sans les Chinois qui ont financé ce projet. Il restera algérien à 100%. Tout ce qui utilise le chemin de fer à l'avenir, il doit payer, qu'il soit le voyageur ou le transporteur. Deuxièmement, il y a des enclavements de la situation de la région. Il y a les citoyens de Tindouf et ses environs qui vont utiliser comme moyen de transport mieux que l'avion et mieux que le véhicule. Troisièmement, il y a une zone de libre-échange qui va être installée à la frontière algéro-mauritanienne, juste à 60 km de Tindouf. Donc, ça sera une très bonne chose pour que l'Algérie transfère ses marchandises vers la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, etc. Donc, elle est très bénéfique. Très bien, M. Djadi, c'est très bénéfique. Vous pensez qu'on a besoin de mentir, on a besoin de créer des articles de journaux internationaux pour justifier comme quoi c'est un projet bénéficiaire? Assis Salim, vous n'avez pas interrompu Simen. Non, parce que j'avais compris. Non, c'est très bien. On a bien compris votre réponse. J'aimerais bien passer à ce sujet sur les médias. Comme ça, on va aller à d'autres sujets, s'il te plaît.
Non, 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 je continue sur Arjbilet. Il a posé beaucoup de questions. Il y a toute l'Algérie depuis 2003, lorsque le président a donné l'ordre d'exploiter le gisement, en parallèle la réalisation de la ligne ferroviaire. Deuxièmement, nous avons préparé. Les gens disaient que l'Algérie va ramener de l'eau de Timimoun pour 5 milliards de dollars. Hein, le professeur Tournesol de Paris, il disait n'importe quoi. Non, il n'y a aucune usine qui va être implantée à Arjbilet. Il n'y a que le traitement primaire qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. Par contre, le site de Béchar et de Naama qui nécessite beaucoup d'eau, il y aura des complexes sidérurgiques qui vont être installés en collaboration avec Tosyali, Turquie, de Botewa, et les Chinois, c'est contient 49%. En ce qui concerne, je rectifie le tir de M. Abdelmouned, il parlait de 80%, 20%. Sur la dernière loi, les 80% pour les étrangers, lorsque l'Algérie c'est l'Algérie, c'est les experts algériens, c'est les entreprises algériennes qui prospectent ou qui découvrent des gisements, ce n'est pas les 80-20%. Ça va. De toute façon, votre réponse va être appréciée par les spectateurs. Ils sauront quoi faire. Mais si on revient à notre sujet, le point des médias... Les Chinois sont associés à l'Algérie, 49-51% pour la transformation de minerai de fer en rail. En fer à béton, les profilés et les tôles pour les futures usines de fabrication de véhicules. Très bien, M. Diadi. Vous pensez que la population a besoin d'un mensonge pour les convaincre? Comment? Est-ce que vous pensez que les téléspectateurs de l'UNTV, ceux qui regardent l'UNTV, ils ont besoin de créer des articles, des journaux américains pour les convaincre comme quoi ce projet il est bien pour notre économie? Est-ce qu'ils ont besoin de ça, à créer des articles, des journaux internationaux? Bien sûr, Assi Salim, parce que vous êtes contre tout ce qui est bon pour l'Algérie, tout ce qui est réalisé dans le bon sens pour le bien de l'Algérie, pour son peuple, vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est justifié de créer un article dit par le Wall Street Journal pour renforcer votre... Ne fais pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. S'il vous plaît, laissez-moi terminer mes analyses. Okay. Donnez-moi le temps pour expliquer que je dis que le gisement, l'exploitation du gisement, on parle souvent qu'il y a une zone industrielle de 3000 hectares qui est prête avec l'eau, le gaz, Monsieur Diadi, l'énergie l'énergie solaire. Et il y a des usines qui vont être implantées là-bas. Et vous dites que l'Algérie va exporter directement le minerai et ça va rapporter 650 millions de dollars. Monsieur Diadi, s'il te plaît, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, juste, c'est très clair, vos réponses sont très claires et comme je l'avais dit, les téléspectateurs... Là, pour vous, ne sont pas clairs. Pardon? Pour vous, ne sont pas clairs, Assi Salim. Moi, j'aimerais bien votre... Est-ce que je peux avoir votre réponse sur les médias? Le NTV a fait un reportage, est-ce que vous pensez que... Je termine sur Arjbilet. Je termine mon raisonnement sur Arjbilet. C'est le même sujet, monsieur Diadi. C'est le même sujet, on parle de Arjbilet. Ce reportage, il parle de ce projet quand même. Maintenant, on sollicite l'intelligence artificielle. On sollicite avec tout le respect que je dois à vos invités. Moi, je crois au président de la République, à notre gouvernement. Lorsqu'on a dit notre président, ça relève de la diversité de l'économie. Absolument. Très bien, c'est très clair. Voilà, bien sûr. Que l'Algérie va atteindre les 400 milliards de dollars de PIB. Inch'Allah, monsieur Diadi, on aimerait bien, Inch'Allah, c'est notre espoir, Inch'Allah, on aimerait bien arriver à ce 4000, peut-être même plus, hein, pourquoi pas. Inch'Allah. Monsieur Hamid Lelo, qu'est-ce que vous en pensez? Un article, vous êtes aux États-Unis, on parle de Wall Street Journal, on parle de Bloomberg, on parle de beaucoup de sites qui ont parlé de ce projet, comme quoi c'est un projet magnifique, c'est un grand projet. Sauf que le problème, c'est que c'est la vie sauf qu'on peut vérifier, c'est des informations vérifiables, c'est pas comme c'est des trucs, des choses à l'intérieur du pays, c'est à l'extérieur, donc on peut les vérifier. Est-ce que c'est vrai que le Wall Street Journal, par exemple, on en a parlé, mais malheureusement, il n'a pas fait d'article sur ce Arjbilet. Comment vous expliquez? C'est de la propagande? C'est une erreur? Vous n'avez pas besoin de ChatGPT pour vérifier l'information. Moi, j'ai cherché, j'ai accès, j'ai une subscription à différents journaux,
Il n'y a pas cet article, il n'existe pas. Donc, on n'a pas. Et entre parenthèses, la prochaine fois, vous n'avez pas besoin d'inviter d'autres invités. Comme vous avez M. Jardi, vous lui donnez 2 heures, comme ça il aura le temps de parler. Parce que c'est comme ça qu'ils font en Algérie, il n'y a pas de débat contradictoire. Je ferme la parenthèse. Vous savez, le régime, il a toujours été dans une situation critique, mais ces dernières années, ils sont désespérés. Ils sont désespérés à la recherche d'appui de tout genre, de là où ils peuvent le trouver, même des appuis imaginaires. Mais quand même, monsieur, les insultes l'intelligence des Algériens, comme vous dites, c'est facile. Tu vas là, sur le site de Wall Street Journal, à Bloomberg, à autre chose, vous pouvez vérifier vous-même. Est-ce qu'ils ont, est-ce que les Algériens sont pas assez intelligents? L'Algérien, c'est le dernier de leurs soucis. L'Algérien, c'est le dernier de leurs soucis. Maintenant, puisqu'on parle de la liberté d'expression et même des lois exceptionnelles qui condamneraient des mensonges scientifiques, la gravité, c'est que si ces journaux américains attaquent Absolument. le régime algérien en diffamation ou appelez-le comme vous voulez, parce qu'ils sont en train de dire que tel et tel journaux sont en train d'écrire des choses sur l'Algérie, peut-être c'est ce que je vais faire, peut-être que je vais contacter ces journaux, je vais leur dire, écoutez, le porte-parole de la presse algérienne, c'est quoi? C'est l'agence de presse qui a... L'APS, ouais. L'APS, ben écoutez, je pense, voilà, vous me donnez une idée, c'est ce que je vais faire. Je vais faire suivre cette déclaration de l'APS à ces journaux qui sont cités, je vais leur dire, voilà, ils vous font dire telle et telle chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, croyez-moi, ils pourraient être attaqués en justice. Ça, c'est mensonge. Ça, c'est information mensongère. Monsieur Jihadi se targue de cette loi contre les mensonges. C'est même pas une loi contre cette. Je suis d'accord avec Menad, je suis outré quand un soi-disant représentant du peuple algérien appuie comme ça directement des pratiques barbares. C'est une pratique barbare. Arrêter un citoyen algérien pour avoir dit des choses qui sont contraires aux déclarations officielles. Et quelle que soit la gravité d'ailleurs, même si c'est vrai, même s'il a menti, c'est pas la prison. Vous le mettez en sursis, vous lui faites payer une amende, vous lui donnez une condamnation administrative. C'est même pas la prison, c'est un kidnapping. Et Monsieur Jihadi, vous savez, donnez-lui mon temps, mon prochain temps, donnez-lui ce temps-là, je le lui donne gracieusement, qui nous explique pourquoi la presse algérienne ou l'APS, et je m'arrête là. Donnez-lui mon temps, comme ça il ne va pas dire qu'on ne lui donne pas l'occasion de parler. Qui justifie cette annonce au niveau de la presse algérienne? Je crois que je lui ai donné assez de temps, mais apparemment il n'a pas voulu répondre directement. De toute façon, il est le moment pour passer à deuxième chapitre de cette émission et on doit s'arrêter pour juste quelques minutes et reprendre l'émission avec le deuxième sujet, les relations algéro-françaises. Restez avec nous.